Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, on est sur un bulletin économique et politique particulier, spécial, avec un invité, Jérôme Durin, qui est sénateur de Saône-et-Loire et qui surtout a travaillé, regardez, la grosse somme qu'il a effectuée sur le narcotrafic. Donc, on va parler d'économie, parce que c'est évidemment un peu le leitmotiv de cette émission, mais on va parler d'une économie particulière, l'économie souterraine du narcotrafic. La parole est à notre collègue Alexandre Louisy pour le groupe socialiste. Pouvez-vous nous dire si cette étude qui préconise un plan de vigilance renforcé tu as commis ce rapport, tu étais président d'une commission d'enquête au Sénat qui a travaillé sur le sujet. Ça a pris de longs mois. Moi, je regardais vos vidéos, le sujet a été suivi puisqu'il y avait plus de 200 000, parfois 300 000 abonnés sur YouTube qui regardaient les conclusions, les auditions de cette commission d'enquête. Et puis, vous êtes arrivé avec un rapport et puis derrière la proposition de loi. Et aujourd'hui, le gouvernement veut se saisir de vos travaux parce que chacun le sait ici, il y a une actualité tragique du narcotrafic dans notre pays. Et donc, on s'est dit que ça valait le coup de faire merci d'avoir accepté cette invitation, de faire ce point sur le narcotrafic. Peut-être pour commencer, peut-être que tu peux nous dire un peu le contexte dans lequel ce rapport s'est noué, comment les choses se sont passées, comment vous avez travaillé et surtout nous faire un premier état de la menace. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le narcotrafic dans notre pays? Quelles sont ses ramifications avec l'étranger? Qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle d'ailleurs, parce que ce mot même narcotrafic, c'est un nouveau mot. Avant, on parlait de lutte contre le trafic de drogue. Pourquoi cette notion de narco pour qu'on puisse un peu comprendre le sujet, quoi. Alors, merci de l'invitation d'abord. Cette commission d'enquête, elle est née de Marseille. Elle est née de Marseille avec les narcomicides, un autre néologisme qui a été inventé à Marseille par les procureurs qui suivaient le dossier. Le narcotrafic, ça n'est pas le sujet le plus important en termes de coût social. Si on regarde ce que dit l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, le coût social de la consommation d'alcool ou de tabac est beaucoup plus important. D'accord. Le coût social, c'est c'est les maladies, c'est les décès, c'est le coût pour l'économie de la santé. Et donc, à cette aune-là, ça n'était pas en haut de pile. D'accord. Ce qui a amené le sujet du narcotrafic à intéresser tout le monde, c'est la criminalité associée. Et c'est depuis 2020, 2021, 2022, 2023, on voit que la criminalité associée, elle a été majeure. Donc, 49 morts en une année à Marseille en 2023, 75 morts en 2 ans. Il s'est passé quelque chose qui a justifié qu'on s'intéresse au narcotrafic et que ça devienne une priorité de sécurité publique numéro 1. D'accord, d'accord. Et alors sur, disons, les produits qui sont en circulation, les quantités, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est exponentiel, financièrement, les enjeux financiers qui sont attachés au narcotrafic? Parce que finalement, c'est quoi le narcotrafic? C'est des flux d'argent contre du produit, avec évidemment une demande et des consommateurs. Si on résume le circuit, avec des pays producteurs, des pays importateurs, etc. Donc, c'est quoi l'économie générale du narcotrafic telle qu'on la connaît dans le pays? Alors, il y a un élément économique intéressant, c'est la situation des États-Unis. Oui. Les États-Unis ont vu la crise des opioïdes se dérouler chez eux, 130 000 morts du fentanyl en une année. Et le fentanyl, produit par les Mexicains à partir de précurseurs chimiques chinois, a pris le marché. Du coup, la cocaïne est devenue plus rentable en Europe à exporter pour les cartels. Donc il y a une déviation de marché quelque part. Donc un nouveau marché. Et on s'est trouvé, nous, avec une submersion, un tsunami blanc sur l'Europe de l'Ouest. Pour l'essentiel, ça arrive en conteneurs. C'est 1000 tonnes qui sont répartis entre Rotterdam, Anvers, Le Havre et des ports secondaires. Et c'est le phénomène nouveau de ces dernières années. Et alors, les pays de départ, c'est quoi les grands pays de narco, je ne sais pas comment on appelle ça, des narco-États peut-être, je ne sais pas comment vous appelez ça dans le rapport. Narco-États, c'est plutôt la situation institutionnelle des États qui sont touchés par la criminalité. D'accord. Mais bon, les pays producteurs, c'est Colombie, Bolivie, Pérou essentiellement, plus quelques autres qui se mettent sur le coup, avec des relais par l'Équateur en termes de diffusion. Ça vient évidemment beaucoup par les Antilles. Et les Outre-mer sont très touchés, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, qui deviennent la base arrière du trafic, avec une vocation de transit du produit
vers l'Europe, mais surtout avec une criminalité locale qui n'a rien à envier, c'est peu de le dire, c'est même l'inverse, avec ce qu'on connaît en métropole. C'est-à-dire que le trafic d'armes, la violence, la criminalité est décuplé dans ces zones, avec des saisies qui sont de plus en plus nombreuses, mais malgré tout, le produit arrive de tous les côtés. Donc c'est les conteneurs, l'essentiel c'est 75% par les conteneurs, et une logique là aussi de marché. Un port, c'est de la liberté de commercer, il faut que ça aille vite. Ouais. Et la liberté de commercer, la rapidité d'expédition et de réception des flux, c'est des contrôles abaissés et donc une très grande faculté pour faire passer tout ce qu'on veut. Ouais, et donc on voit sur les conteneurs que, par exemple, au port du Havre, il y a 10 000 conteneurs qui sont à risque. On en contrôle entre 2 et 5%. Oui, donc en fait, il y a un taux de perte qui est acceptable, j'imagine, pour les trafiquants. Ils peuvent se permettre de perdre jusqu'à 90% de ce qu'ils envoient. Vous vous rendez compte de ce chiffre, c'est-à-dire que vous perdez 90% de votre production et vous êtes quand même rentable. Donc ils ont tout intérêt, même s'il y a de la perte, qu'il y a des containers qui passent pas au travers, ils ont intérêt à continuer à faire le marché. Ils saturent tous les flux. Donc les flux, c'est les conteneurs vers les ports que j'ai cités. Ouais. C'est de la plaisance des bateaux mers vers des bateaux filles dans le golfe de Guinée. C'est de la livraison incorporée par des mules sur les vols d'abord Cayenne-Paris, et puis comme on a installé des scanners, maintenant ça se déporte vers les ports de Martinique et de Guadeloupe. Et comme on ne saisit pas 90% du produit, on a des revenus qui sont gigantesques. Et ce revenu gigantesque, il est investi dans de la technologie pour acheminer le produit, trafiquer des voitures, des camions, des bateaux, mêler le produit. C'est presque de l'innovation, quoi. En fait, c'est une économie parallèle avec de l'innovation, une start-up nation du trafic. C'est dit, c'est le nec plus ultra de l'économie libérale. Une des personnes qu'on a auditionnées, un des spécialistes, Alain Bauer, dit finalement le narcotrafic. C'est le summum de l'économie libérale, avec de la recherche et développement, du marketing, de la fabrication, des petits incentives pour le petit personnel. Seule la résolution de la concurrence se fait autrement. Par exemple, la concurrence, ça se fait à coup de Kalachnikov et d'armes de poing. D'accord. Et la remontée, disons, des faits d'homicide, de narcomicide, comme tu disais tout à l'heure sur le territoire national, c'est lié à quoi ? C'est lié à une concurrence féroce entre les uns et les autres. C'est lié à la prise de conscience publique et donc un plus grand interventionnisme dans le dossier. Comment on comprend ce qui est en train de se passer sur le territoire national ? C'est du business, c'est de la concurrence pour des parts de marché. Donc c'est une extension des zones de chalandise, la construction de monopoles, de marques. On a vu qu'il y a une marque qui s'est imposée, c'est la DZ Mafia, qui a fait d'ailleurs il y a moins d'un mois une conférence de presse. C'est-à-dire que des criminels, comme des groupes terroristes à d'autres moments, font une conférence de presse pour se défendre d'ailleurs de leur probité, en disant non, il y a vraiment des choses qui nous sont attribuées qui ne sont pas de notre ressort. Mais ça veut dire que ça devient vraiment des marques. Oui, donc des marques avec des objectifs commerciaux, une extension dans la France entière. La DZ Mafia, on la voit apparaître un peu partout sur le territoire français. C'est-à-dire que c'est une constitution, c'est peut-être une rationalisation du marché ou une maturité du marché de la drogue, si on le dit de manière très crue, très cynique. Et ça produit ces conflits, ces attaques contre les points de deal détenus par les concurrents, avec des formes de criminalité qui ont évolué et qui sont extrêmement inquiétantes. D'accord. Alors, bon, face à ça, donc ça c'est le tableau que tu dresses. Après, il y a la question de comment on fait face, comment on affronte le sujet. Et donc là-dessus, dans le rapport, vous avez tout un tas de propositions que je vais te laisser développer, mais une des propositions phares qui est souvent mise en avant, c'est de dire ce qu'on a fait pour le terrorisme, ce qu'on a fait pour les grandes infractions financières avec le parquet national financier, on peut le faire, il faut le faire pour le narcotrafic parce qu'il y a besoin d'un parquet spécialisé, de tout un circuit spécialisé. Est-ce que tu peux nous donner pour toi les 4-5 grandes mesures qui sont les plus importantes et qu'il faut mettre en œuvre pour réussir à commencer à juguler le sujet ? Les provisions que nous formulons dans la proposition de loi, elles répondent à quelques points de l'état de la menace. L'asymétrie. Les trafiquants sont forts et nous sommes faibles. Ils sont forts parce qu'ils ne respectent pas la loi, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils s'autorisent tout, parce qu'ils sont très organisés. Et la réponse
face à un commerce qui est systémique, qui est planétaire. C'est une réponse nationale un peu amateur. Pas sur le terrain, il y a des bons pros dans la police, dans la justice, dans les douanes. Il y a une première ligne de riposte qui est motivée, mais avec un défaut d'organisation qui fait que les résultats sont assez médiocres. Donc l'asymétrie, c'est important. Les quelques sujets qu'on a documentés quand même, pour terminer sur l'état de menace, c'est une emprise territoriale. Ouais. C'était les grandes villes, c'était quelques cités. Et donc du coup, c'est pour ça que le narcotrafic n'était pas en haut de pile dans l'actualité des priorités de puissance publique. Finalement, oui, il y avait une carte, il y avait une géographie. Il y avait une carte, c'était le problème des autres. Ouais. Bon, maintenant c'est le problème de tout le monde. Et la France de l'Ouest est touchée, elle ne l'était pas. La France des sous-préfectures est touchée. Dans les petits villages, dans les petites communes, on voit arriver des phénomènes criminels qu'on ne connaissait pas. Donc urbain comme rural, je dirais aujourd'hui. Urbain comme rural. Donc emprise territoriale, code criminel à la hausse, avec des gamins de plus en plus qui sont recrutés et capables d'actes de violence, d'actes de barbarie inouïs qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est un sujet des codes criminels, c'est extrêmement important. L'argent, le blanchiment. L'argent qui corrompt, qui fait l'objet d'ailleurs d'un traitement par des techniques extrêmement diversifiées. Ça va des crypto-monnaies jusqu'à la Walla. La Walla qui est un système de chambre de compensation, qui est un système assez ancien, qui repose sur la confiance, sans mouvement physique d'argent, donc extrêmement difficile à détecter. Donc le blanchiment est un sujet. Le sujet de la corruption et le sujet de la prison. Corruption parce qu'on voit bien que de plus en plus, on dit que c'est une corruption de basse intensité, mais la corruption est un des leviers par lesquels on arrive à acheminer le produit et à assurer l'impunité des criminels. Mais corruption, donc là tu parles de corruption au sein même des forces qui peuvent arriver jusque dans les forces. Tu parles de corruption à quel niveau en fait, pour bien comprendre les choses? C'est une corruption qui... Ça peut être à l'aéroport, ça peut... Voilà, c'est ce qui est utile au trafic. Qu'est-ce qui est utile au trafic? Faire entrer le produit, un port, un transporteur, un système informatique portuaire, quelqu'un à la PAF, à la police de l'air et des frontières, des douaniers, des dockers. Ça peut être une corruption qui est liée à les poursuites dont peuvent faire l'objet les criminels. Donc on imagine que c'est une pièce de procédure qu'un greffier détruit. C'est une consultation de fichiers par un gendarme, par un policier. Donc c'est plutôt une corruption qui ne se voit pas, mais qui facilite le trafic et qui facilite l'impunité des criminels. Et puis un sujet central quand même, c'est la prison, parce qu'on voit bien que dans un parcours criminel aujourd'hui, la prison est un point de passage. C'est une des étapes d'une vie professionnelle. Donc la prison ne fait pas peur. Donc la seule façon d'enrayer le crime, c'est de taper au portefeuille. Donc les propositions que nous formulons, elles répondent à ça. C'est-à-dire qu'on dit d'abord, il faut qu'on soit mieux organisé. On lutte contre la symétrie. Là, on a su le faire sur le terrorisme, il faut qu'on le fasse sur le narcotrafic, avec une organisation répressive, les policiers, les gendarmes, les douaniers, qui soit beaucoup plus verticale, beaucoup plus structurée pour qu'on tape plus fort. Là, on a aujourd'hui l'Office anti-stupéfiants, mais il y a aussi des services qui sont du côté du ministère de l'Économie et des Finances à Bercy, les douanes, le fisc, le Tracfin. Donc, il faut que tout ça travaille beaucoup plus fort ensemble. Et en symétrie, du côté judiciaire, on a besoin d'un parquet national, comme ça a été fait avec le parquet national financier ou le parquet national antiterroriste, qui permettent de dérouler la chaîne judiciaire de manière homogène sur le territoire. On a vu par exemple avec la libération de Mohamed Amra à Incarville, la mouche, que des informations qu'avait le judiciaire n'étaient pas remontées au pénitentiaire. On ne savait pas que c'était des personnes particulièrement dangereuses. Et ben, des exemples comme ça, il y en a partout. Donc, un, c'est l'organisation. Deux, c'est le blanchiment. Il nous faut des outils nouveaux. Nous, on propose qu'on ait une injonction pour richesse inexpliquée. Il y a plein de gamins qui roulent dans des très très grosses cylindrées, ce qui d'ailleurs provoque des ordres sociaux. Les gens se disent nous on travaille et puis regardez-les, ces mômes, comment ils font pour travailler. C'est pas normal. Et puis même pour le recrutement, quand il y a des gamins qui sont dans des grosses voitures, j'imagine que pour les suivants c'est plus facile, etc. Donc, c'est un engrenage. Donc c'est un engrenage, donc il faut lutter contre ça et dire aux gens, renverser la charge de la preuve, vous n'avez pas de revenus, vous ne bossez pas, vous avez le SMIC et vous avez une voiture qui vaut 80 000 €. Expliquez-nous. Donc le sujet du blanchiment, ça va au-delà, c'est aussi la question des effectifs. On a une filière investigation qui est en crise, de moins en moins de policiers, parce que c'est compliqué, c'est des filatures, c'est des planques, c'est pas forcément mieux payé que des policiers qui font de la voie publique, donc il faut qu'on ait plus d'effectifs et des effectifs spécialisés. On n'a pas assez de dépositaires de compétences en matière économique et financière. Il faut qu'on sache aller chercher l'argent, des enquêtes patrimoniales,
des saisies, des confiscations. Donc l'argent, deuxième sujet. Troisième sujet, c'est la question du renseignement et de l'information, éviter que les informations se perdent. Et puis il y a quelques éléments de procédure pénale. Les Italiens ont réussi contre la mafia à avoir un système de repenti qui est très efficace. Ils ont eu plusieurs milliers de personnes qui sont passées par le système de repenti. Pourquoi c'est important ? Parce que et ça, on n'a rien dans notre droit qui est comparable. Nous, on l'a créé en 2004, ça a été mis en place en 2014. Ça marche mal, il y a eu quelques dizaines de personnes. D'abord parce qu'on exclut de ce dispositif les auteurs de crimes de sang. C'est vrai que les criminels, ce n'est pas forcément des gens avec qui on a envie de travailler. Mais en même temps, il faut savoir ce que la société veut. Si quelqu'un veut se ranger, qu'il a des informations qui permettent de démanteler un réseau. Débat intéressant. On a besoin de l'avoir du côté de la police et de la justice. Et aujourd'hui, on ne peut pas garantir un repenti qui sera mieux traité qu'un de ses collaborateurs. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs que quelqu'un qui entre dans le dispositif, il avait des peines plus lourdes à la sortie que certains des collaborateurs qui étaient avec lui. Oui, donc ce n'est pas un gage de confiance pour entrer dans le dispositif. Donc si on veut que les gens viennent à nous, on a besoin d'améliorer le système. Et pourquoi c'est important ? Parce que l'avance dont je parlais tout à l'heure, la symétrie, elle est aussi technologique. Les réseaux, les messageries cryptées, les messageries dédiées, EncroChat, Sky, ici, elles permettent à ces réseaux criminels de travailler très tranquillement. Et les policiers ont du mal à aller chercher de l'information, à casser ces messageries, ces outils numériques. Donc le renseignement humain, il vient réparer cette difficulté technique. Et puis il reste deux sujets qui sont importants, la corruption. Il faut qu'on s'en occupe parce que… Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire monter les peines ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une politique de formation initiale qui prend en compte ce risque corruptif. Une organisation du travail, éviter que des gens travaillent tout seuls, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en binôme, avoir des horaires un peu aléatoires, permettre de ne pas installer des routines dans lesquelles des gens peuvent être tentés. Et d'ailleurs, dans la corruption et dans toute l'économie de la drogue, c'est une économie de la dette. On commence par rendre un service et ensuite la personne en face, que ce soit une petite main du trafic ou un agent public, il est débiteur. Et à partir de là, eh ben les gens défilent, les criminels défilent la pelote et font payer, parfois jusqu'au sang, parce que c'est de la menace et de l'appât du gain, cette dette très chère, et ça coûte très cher aux gens, personnellement, aux individus, mais aussi à la société. Et puis dernier sujet, c'est la prison. On voit bien que la prison, ça ne marche pas, donc il faut qu'on trouve des modalités carcérales qui permettent que la prison ne soit pas un endroit depuis lequel on fait du télétravail. Oui. En diligentant des… Oui, parce que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de criminels passent des coups de fil, pilotent des trafics, depuis la prison, diligentent des extorsions, pilotent des assassinats. Donc, c'est pas possible. Et cette question de la prison, elle est centrale aussi parce qu'on a des gens, comme c'est des marques, un grand bandit, il va plutôt en prison étendre son réseau, recruter, plutôt qu'être mis à l'écart. Donc voilà, c'est le dernier sujet. Mais on a du boulot, on a du pain sur la planche. Donc je pense que si le gouvernement reprend notre texte, on a une bonne base de travail pour taper plus fort sur les criminels et sur le narcotrafic. D'accord, ok. Bon, merci pour ça. Peut-être merci parce que ça donne une bonne perspective sur à la fois les enjeux et les outils qu'on peut mettre en place. Moi, j'ai une question un peu plus politique, peut-être pour conclure nos échanges et pour aller vers ce débat-là. Le narcotrafic, aujourd'hui, on voit en effet Bruno Retailleau qui se saisit du sujet. Toi, tu étais à Marseille, je crois, il y a quelques jours aussi pour marquer, en effet, défendre ce que vous avez mis dans ce texte et dire un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a une politique du narcotrafic de droite et une politique de gauche ? Parce que quand on entend Retailleau, il y a un truc que j'entends dans sa bouche que je n'entends pas là dans la tienne pour l'instant. C'est la question de dire les consommateurs et c'est par les consommateurs que, et derrière chaque joint, il y a les crimes et tout ce qu'il y a derrière. Toi, tu te positionnes comment dans ce débat ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une doctrine de droite, une doctrine de gauche sur la question du narcotrafic ? Voilà. Parce que c'est un rapport, il faut le dire aux gens, c'est un rapport transpartisan au départ. C'est ça. Mais là-dedans, est-ce qu'il y a des choses particulières sur les consommateurs ou est-ce que c'est un sujet qui finalement n'était pas au cœur de vos travaux ? Voilà. Nous dire un petit peu si tu sens quand même des points de différence qui commencent à apparaître entre la doctrine Durin et la doctrine Retailleau, pour le dire en deux mots. Quoi. Je vois que tu es attentif au terme du débat. La droite, Bruno Retailleau, dit le répressif est essentiel. Et je porte avec
mes collègues de gauche, la même chose. Le répressif est essentiel. Ouais. Il y a les criminels. Les criminels, c'est la fin de l'émancipation des individus, c'est l'asservissement, c'est le trafic d'êtres humains, c'est la maltraitance. Donc il faut n'avoir aucune espèce de doute à taper fort sur les criminels. Une fois qu'on a mis en place ce plan répressif sur le narcotrafic, on a fait la moitié du travail. Parce que l'autre moitié du travail, c'est la question de la consommation. C'est la question de la consommation de drogue dans le pays, c'est la question du statut des stupéfiants. Et on voit bien que les discours un peu martiaux sur le thème les consommateurs sont responsables, ils ont du sang sur les mains, nous amènent dans une espèce d'étau dont une émâchoire est la légalisation et la solution miracle, et l'autre c'est les consommateurs sont responsables de tout. Dans cet entre-deux, la gauche elle a un rôle particulier à jouer. C'est-à-dire que nous assumons la dimension répressive et nous disons que s'il n'y a pas en même temps une approche sanitaire qui s'intéresse aux racines de la consommation de drogue, parce que la consommation de drogue, c'est pas seulement quelques bobos dans les centres-villes qui sniffent des rails de coke. Oui. C'est pas seulement quelques jeunes qui fument un pétard en soirée. Oui. C'est aussi. C'est pas seulement ce qu'on appelle le récréatif. C'est pas que du récréatif. Oui. Et d'ailleurs, c'est documenté par l'Office français des drogues et des toxicomanies qui dit que il y a des consommations maintenant qui tiennent aussi à des professions. Des gens utilisent de la cocaïne parce que la cocaïne est devenue bon marché et que dans des métiers difficiles, les marins-pêcheurs, les chauffeurs routiers, l'hôtellerie, la restauration, pour tenir, la cocaïne est devenue une béquille. Puis il y a des gens qui sont vraiment malades, qui sont dans l'addiction. Et cela, pour se faire soigner, c'est d'autant plus compliqué que la prohibition crée la clandestinité. Donc, il faudra qu'on se pose la question du statut des stupéfiants. Et il y a un débat très vif, même chez les forces de l'ordre, sur la question de la légalisation. Ouais. Certains disent, vous n'y pensez pas, c'est des produits toxiques et je ne voudrais pas que mes enfants les utilisent. Et d'autres qui disent, vous savez, on a tout essayé, on est en train de perdre la bataille contre la drogue, on y consacre des moyens répressifs gigantesques. Peut-être que sur une partie de ce trafic, on peut se faciliter la tâche en encadrant la consommation. Donc là, tu parles du cannabis. Je parle du cannabis, évidemment, seulement du cannabis. Et d'ailleurs, on est dans un environnement international où les expériences sont assez nombreuses. Donc je pense qu'il ne faut pas s'interdire de poser la question. Moi, je suis contre la consommation de drogue. Oui. Voilà. Alors, moi, je viens d'un département viticole, donc je bois un peu de vin avec modération. Mais je vous incite quand même à boire du Bourgogne parce que c'est très bien. Parce que c'est très bon. Parce que c'est très bon. Mais la question, au-delà de la plaisanterie, c'est que il faut qu'on approche ces questions de manière pragmatique et pas idéologique. La répression, elle fait face à des criminels. Il faut la faire sans état d'âme. La question de la consommation, elle doit être posée dans les mêmes termes. Ce n'est pas les mauvais consommateurs qui ont du sang sur les mains, les mauvais trafiquants et puis la gentille société par ailleurs. Voilà, tout le monde peut tomber dans la consommation, des vies brisées, des épisodes douloureux. Donc du coup, il faut que les gens puissent se faire soigner. Et avec la clandestinité, l'accès aux soins, c'est très compliqué. Et puis on n'a pas d'addictologue. Et puis la consommation, c'est aussi l'échec des politiques publiques, c'est l'échec de l'accès au travail, l'accès aux formations, c'est l'échec des politiques urbaines, de l'aménagement du territoire. Donc tout ce travail nous montre un service public qui est en déshérence, des flics qui sont en galère, des magistrats qui nous disent on a passé le moyen, une PJJ qui souffre, un système sanitaire qui est à bout de souffle. Voilà, donc les socialistes, la gauche, elle a une responsabilité à dire il faut la répression, nous l'assumons, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute une dimension sociale, sanitaire, de prévention dans un pays où il n'y a pas de politique de prévention sur la drogue, parce que comme c'est interdit, on n'ose pas faire de la prévention. Voilà, donc je pense que quand on aura fini ça, on aura fait la moitié du travail, et que cette deuxième moitié du travail, elle est aussi importante, faute de quoi c'est une répression sans fin et qu'on perdra la bataille. Donc en fait, si je résumais un peu ton propos, j'essaye, sur la production, répression, pas de
pas de scrupules à avoir parce que là, on est face à des trafiquants qui sont organisés, qui ont mis en place une économie, qui se fortifie de jour en jour parce qu'on n'est pas suffisamment actif. Et du côté du consommateur, là, une politique plus multidimensionnelle, quoi, avec une approche sanitaire, une approche sociale, enfin tout ce qui peut accompagner la sortie. Et la question que tu laisses, pas en suspens, mais en débat, de dire est-ce qu'on retire le cannabis des substances toxiques, enfin pas des substances toxiques, je dis une bêtise, est-ce qu'on retire le cannabis de la prohibition ? Est-ce qu'on le légalise? Et si on le légalise, ça permet d'avoir finalement des fonctionnaires de police, des gens en plus sur le cœur et le nerf de la guerre que sont la cocaïne, les opiacés, et d'avoir un contrôle public sur ce qui se passe sur le cannabis. C'est ça que je comprends en fait. C'est exactement ça, avec peut-être une réflexion en plus. Je pense, il n'y a pas de tabou sur la consommation de drogue. C'est un faux interdit. Personne n'a le sentiment d'être en infraction morale quand il prend de la drogue. Donc, il faut qu'on soit clair. Soit c'est interdit et on n'en prend pas et on interdit vraiment. Mais aujourd'hui, fumer un joint, c'est comme traverser hors des clous. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité. Et d'ailleurs, les modalités de répression de cette consommation interdite, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. Ce qui n'est pas rien, c'est inscrit au casier judiciaire, mais on paye 200 €. C'est vrai que c'est inscrit au casier judiciaire, donc c'est pas sans conséquence. Mais certains peuvent se payer ça. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Et donc je pense que la société française, elle a besoin de se mettre au clair. Et la question de la responsabilité des consommateurs, sans aller jusqu'à dire qu'ils ont du sang sur les mains, elle doit être posée. Aujourd'hui, on veut acheter du bio parce que c'est bien pour la planète, c'est bien pour notre santé. On veut acheter du textile équitable parce que voilà. Bon, la question de la consommation de drogue, elle mérite d'être posée aussi dans ces termes-là. Et aujourd'hui, on ne le peut pas. Donc, allons au bout du débat, ayons le débat. La répression, c'est urgent. C'est indispensable et il y a trop de victimes collatérales. Mais si on ne fait pas ce deuxième pan du travail, on sera passé à côté de l'essentiel. Merci beaucoup Jérôme, c'était absolument passionnant d'avoir tous ces détails sur l'économie du narcotrafic et ce que vous préconisez sur la proposition de loi. On va suivre avec intérêt ce qui se passe au niveau du gouvernement. Tu les rencontres, j'imagine, régulièrement sur le sujet, C'est ça. en espérant que les choses avancent au plus vite parce qu'en effet, c'est un sujet de société qui concerne tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce 15e bulletin économique et politique. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour que ces idées se diffusent parce que c'est en effet pas un petit sujet comme l'a montré un peu le suivi de cette commission d'enquête. À très bientôt sur le bulletin économique et politique. Au revoir. Merci.